Bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on va faire un update lecture de mes premières lectures de février. Enfin du coup de la première quinzaine de février. Voilà, il est tôt à l'heure où je filme, donc café oblige. Et vous allez voir, j'ai quand même bien lu en ce début février. Et heureusement, parce qu'entre Hogwarts Legacy et la mise à jour de Dreamlight Valley, je vais plus beaucoup, enfin du coup je vais moins lire parce que je vais jouer un petit peu plus. Alors l'avantage c'est que Hogwarts Legacy c'est sur l'ordi de mon chéri, autant vous dire que j'y joue peu puisque c'est seulement quand il n'est pas là. Mais bon, et si on rentrait dans le vif du sujet, c'est-à-dire les livres que j'ai lus début février, et il y en a pas mal. Alors ils sont pas du tout dans l'ordre en fait, je me rends compte, mais c'est pas grave. On va commencer par deux déceptions, et deux déceptions qui se ressemblent. Vous allez comprendre pourquoi. La première, c'est La fille du docteur Moreau de Silvia Moreno Garcia, publiée chez Brajlon. Je remercie d'ailleurs la maison d'édition de me l'avoir envoyé parce que j'avais adoré Mexican Gothic, j'avais vraiment trouvé ça génial. Et surtout, j'avais trouvé que l'autrice avait une très belle plume. Et dans La fille du docteur Moreau, on va retrouver cette plume. C'est ce qui fait que c'est pas non plus une déception, une très mauvaise lecture. Mais voilà, c'était un peu bof. Alors, de quoi ça parle La fille du docteur Moreau? C'est l'histoire donc de Carlotta, qui est la fille d'un scientifique qui s'appelle le docteur Moreau, qui va réaliser des expériences pour créer des espèces d'hybrides mi-humains, mi-animaux, avec des capacités un peu surnaturelles, un peu à la Frankenstein. Et ça se passe au Yucatan, dans un contexte avec pas mal de guerres entre les Incas, les colons, voilà. Pas mal de choses, un contexte géopolitique un petit peu tendu on va dire. Et en fait Carlotta, elle a très peu d'amis, elle est un petit peu proche des hybrides mais elle n'a pas d'amis humains. Et un jour il y a un jeune homme qui est en fait le fils du mécène de son père qui va arriver et elle va en tomber follement amoureuse, sauf que le début des embrouilles commence puisque Eduardo, bien qu'il soit charmant, va commencer à fouiner un petit peu et mettre son nez là où il ne faut pas et découvrir ce que fait réellement le père de Carlotta, et ça va partir en cacahuète. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, pour les points positifs, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé la plume parce que je trouve que Silvia Moreno Garcia, elle a une plume très graphique, très visuelle, et en général j'adore ça. J'adore quand je peux directement m'imaginer la scène comme si c'était un film par exemple. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et on peut pas dire qu'elle soit avare de détails, et c'est une très belle plume qui retrace tout à fait l'ambiance, et en plus qui je trouve a réussi à instaurer une ambiance un peu féroce à l'image des hybrides, des créatures, voilà. C'est un climat très sec, très tendu, très féroce, et je trouve que ça se marie déjà ultra bien avec l'histoire. Il y a vraiment un parallèle entre l'ambiance et l'histoire, mais aussi avec la situation, puisque le Yucatan c'est au Mexique, et du coup j'ai trouvé que c'était très bien fait ça. Par contre, là où ça a un peu pêché, c'est que j'ai trouvé que c'était long. Très long. La première partie, il ne se passe quasiment rien. Et autant j'aime bien qu'on mette l'histoire, qu'on pose l'ambiance, qu'on pose le décor et tout, autant là c'était un peu mou. Voilà, c'était un petit peu mou. Jusqu'à ce qu'il y ait un espèce de point de bascule, et là c'est devenu vraiment intéressant. J'étais un peu plus dans l'histoire, un peu plus dans l'action. Ce qui fait que du coup, voilà, mon avis il est un petit peu en demi-teinte parce qu'il y a des très bonnes choses et en même temps c'était plat. Voilà. Alors que Mexican Gothic c'était un petit peu plus rythmé. Même si on n'est pas du tout dans le même genre, parce que là on est plus sur de la SF et Mexican Gothic c'était plus du gothique du coup justement. Mais voilà, c'était trop mou et trop lent à démarrer à mon goût, ce qui fait que ça n'a pas été une très bonne lecture, mais c'était pas non plus une lecture terrible, hein. Mais je suis un peu déçue parce que j'avais beaucoup aimé Mexican Gothic, du coup je m'attendais à beaucoup. Autre livre un petit peu en demi-teinte, il s'agit de La Malédiction de Venise de Megan Chance, publié chez Faubourg Marigny, que j'ai reçu du coup aussi en service de presse puisque je fais partie des partenaires de la maison d'édition cette année. Et dans cette histoire, vous allez comprendre pourquoi pour moi c'est un petit peu similaire. On est à Venise en 1884, alors jusque là pas de ressemblance, et on va suivre une jeune femme qui en fait a fait quelque chose dans son passé qui a un peu jeté l'opprobre sur sa famille, et du coup pour se racheter, enfin elle a pas trop le choix en même temps, elle est envoyée au service d'un jeune riche qui réside à Venise en ce moment et qui a une maladie un petit peu particulière dont il faut taire un petit peu le nom et puis les effets, il faut que personne ne soit au courant. C'est pour ça qu'il s'est réfugié à Venise chez son ami qui s'appelle... ah j'ai oublié.
son ami Nero, voilà, son ami Nero, qui lui est de Venise et donc il va dans sa propriété familiale et elle doit venir pour le soigner. Et elle va commencer à avoir l'impression qu'il y a une espèce de fantôme qui plane sur toute cette famille, il va y avoir des éléments étranges qui vont se passer dans la maison, bref, elle va se retrouver confrontée à quelque chose qui la dépasse et qui est totalement étranger à elle alors que tout le monde sait de quoi il s'agit, tout le monde connaît une histoire mais personne ne veut rien lui dire. Et là du coup on est dans une littérature très gothique, très prenante, très angoissante, très brumeuse, voilà. Et là où je vais rejoindre le livre juste avant, et en plus je les ai lus quasiment en même temps, enfin même je les ai lus en même temps en quinconce un petit peu, c'est que là aussi la plume était vraiment chouette. Je lirai l'autre roman de Megan Chance parce que vraiment la plume était très chouette. On est dans un Venise pas du tout glamour, on est plus dans le Venise réel, en fait le Venise d'hiver. Parce que sachez que Venise, l'hiver, il fait mauvais, il pleut, il y a de la brume, les canaux sont sales, ça pue, voilà, c'est ça aussi Venise, c'est pas que les jolies choses. Et là on est vraiment dans ce Venise-là, et l'autrice arrive à vraiment instaurer une plume qui est très brumeuse, très floue, mais pas dans le mauvais sens, vraiment. On sent qu'elle laisse volontairement certains détails hors de l'histoire, mais on sait qu'on en prendra connaissance un peu plus tard, et on a vraiment cette sensation de moiteur, de tristesse, de mélancolie, et j'ai trouvé ça vraiment chouette, vraiment je trouve que la plume est vraiment sympa, mais même chose que pour le livre précédent, c'est long, la première moitié du roman, il se passe pas grand chose. Heureusement, après il y a aussi un point de bascule et là on rentre vraiment dans le cœur du sujet et on est happé et on est intrigué, mais je trouve ça dommage que à l'instar du livre précédent, on ait vraiment toute une première moitié qui soit un peu vide à mon goût. Donc je suis un peu déçue parce que il y avait aussi pas mal de choses, parce qu'en plus il y avait pas mal de choses à faire au niveau des personnages, on n'en sait pas assez, il y a trop de choses qui sont pas exploitées et je trouve ça un peu dommage parce que du coup dans cette première moitié qui est un peu vide, on aurait pu exploiter ces éléments, notamment la maladie de Samuel qui est atteint d'épilepsie, et je trouve que c'est trop survolé. On parle des effets, des crises, voilà, mais pas des conséquences, enfin on en parle un peu mais pas assez à mon goût, et du coup voilà, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus creusé à ce niveau-là, au niveau des personnages, parce qu'on n'arrive pas à s'attacher à eux, et que voilà, ce soit un peu plus dynamique. Malgré tout, c'est une très belle plume, et pour les personnes qui, ça les dérange pas, que ce soit vraiment très lent et que ça prenne vraiment son temps, je peux vous le conseiller quoi qu'il arrive. Si vous aimez les ambiances gothiques et les plumes mélancoliques et voilà un peu triste, un peu poisseuse, un peu oppressante, je vous le conseille parce que c'était vraiment chouette à ce niveau-là. On va passer à mon coup de cœur de cette sélection qui est en fait aussi un service prêt, je me rends compte. Il s'agit de Ils étaient 7 de C.L. Armer, publié chez Cherche Midi, que j'ai lu en lecture commune avec ma copine Maud, dont je vous parle quand même assez souvent, et Lovelda. Je vous mets leur Insta juste en dessous. Lovelda, vous allez en entendre parler très très vite. C'est le premier tome d'une saga de Cozy Mystery. Attendez, un petit coup de café, ça fait jamais de mal, hein. Donc je disais, c'est le premier tome d'une nouvelle série de Cozy Mystery qui se passe en Australie, il me semble. Et l'histoire, c'est tout simplement une jeune femme qui s'appelle Alicia et qui est dans un club de lecture, mais un club de lecture, vous voyez, vraiment prout-prout, où ils lisent tous que du Gallimard, enfin c'est pas du Gallimard parce que c'est en Australie, mais voilà, et où ils se gargarisent les uns les autres de leurs analyses sur certains romans, voilà, blablabla. Et elle adore le policier. Et en fait, quand elle aimait l'idée de pouvoir lire autre chose et proposer une lecture qui sorte un petit peu du cadre, elle se fait un petit peu rembarrer. Et là, on a marre de ces trucs prout-prout. Et du coup, du jour au lendemain, elle dit « c'est bon, j'en ai marre, je me casse ». Elle part en pleine réunion et elle va décider de passer une petite annonce afin de pouvoir créer son propre club qui sera dédié du coup au thriller et notamment à Agatha Christie, puisque quand elle a pas mal de réponses, beaucoup semblent apprécier énormément Agatha Christie, elle la première, et du coup elle décide que les premiers livres en tout cas seront des livres d'Agatha Christie. Et on a toute une petite bande de joyeux lurons avec des personnages très hauts en couleur, chacun avec sa petite personnalité. Et là où ça commence à tourner mal, c'est qu'un jour, il y a un des membres qui va disparaître.
ta 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 ta. Et là ils ont commencé à mener l'enquête parce qu'ils trouvent ça vraiment très étrange que cette personne ait disparu. Et ils vont se retrouver un petit peu entremêlés entre mensonges, manipulation, enquête et secret évidemment. Et franchement, c'était tellement chouette, c'était tellement rafraîchissant, c'était tellement cool, ça se lisait tellement bien. Et en plus, je sais pas comment on a fait le découpage, enfin c'est Maud qui avait fait le découpage, mais à chaque fois c'était genre pile le bon moment pour s'arrêter. C'était trop chouette et vraiment ça a été une super lecture. J'ai adoré cette lecture, j'ai adoré ce début de saga. Je trouve que les personnages sont tellement drôles, ils sont clichés mais ils sont bien faits avec beaucoup d'humour et du coup j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour les personnages, notamment Lynette qui est la sœur d'Alicia, qui est un petit peu une des deux fondatrices du club et qui ne fait que pâtisser, que faire des goûters machin et bah vous connaissez mon amour pour la pâtisserie et la cuisine en général et du coup bah je m'y référençais tout le temps. J'étais genre ah Lynette elle est cool quand même à chaque fois et même je trouve que voilà, il y a des grosses ficelles parfois, mais elles sont tellement bien faites, elles sont tellement bien réalisées et il y a tellement d'humour dans tout ça qu'au final, c'est même pas dérangeant et c'est plus agréable qu'autre chose. Voilà, on passe vraiment un bon moment dans ce livre. C'est pas prise de tête, on le lit tout seul. Franchement, ça se lit comme du petit lait. C'est tellement agréable, c'est drôle, c'est rythmé. Il y a plein d'interactions entre plein de personnages différents, ce qui fait qu'on est... Même si on suit Alicia en premier lieu, il y a vraiment des trames narratives qui se tissent petit à petit pour chacun des personnages et ce qui va nous permettre de les retrouver un peu plus en avant dans les tomes d'après selon l'histoire. Mais en tout cas, il y a déjà pas mal de choses qui se sont mises en place. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite qui sort en août. Je vous en parlerai évidemment. On a déjà topé dans la main virtuellement pour dire qu'on le lirait ensemble le prochain tome. Mais vraiment trop chouette, super contente d'avoir découvert cette nouvelle saga. Et en plus je trouve que ce qui est cool c'est qu'on a beaucoup de cozy mystery en Angleterre, on a beaucoup de cozy mystery aux États-Unis, on a beaucoup de cozy mystery maintenant en France, beaucoup en Bretagne, il y en a plein j'ai l'impression en Bretagne qui sortent en ce moment. Mais j'avais jamais lu un cozy mystery en Australie et je trouve que ça change de décor et c'est vraiment cool. Donc voilà, je vous conseille cette nouvelle saga qui est vraiment très chouette. Next, je vais vous parler d'un livre qui a été une légère déception mais une excellente lecture quand même. Il s'agit de Our Dark Duet de V.E. Schwab, publié donc chez Lumen. C'est le deuxième et dernier tome de la saga Monsters of Verity, donc le premier tome c'était This Savage Song. Je vous ai fait une vidéo entière sur le sujet, sans spoil, que je vous mets juste ici. C'est donc un saga en série où je vous donne mon avis sur la saga en globalité. Donc je vais aller un peu vite sur ce livre, puisque j'en ai quand même pas mal parlé dans ma vidéo précédente. Mais je vais quand même me concentrer là sur celui-là. Puisque donc Monsters of Verity c'est une saga où vous avez des monstres aussi qui sont créés par des actions humaines réprimandables comme tuer quelqu'un, arnaquer quelqu'un, voilà. Et on est dans cette ville de Verity où vous avez trois styles de monstres dont les Sunai qui sont un petit peu apparentés à des sirènes puisque ils jouent d'un instrument et en une chanson ils peuvent voler. Et Auguste est un Sunai mais il rêverait d'être normal. Et Kate c'est la fille d'un des dirigeants de la ville puisque vous avez deux clans qui s'affrontent. Le clan d'Auguste, donc le père d'Auguste qui a adopté en fait trois Sunai pour l'aider à défendre son coin de la ville. Le clan Harker avec la fille de Callum Harker qui est donc Kate. Et on est un peu sur une histoire d'amant maudit, amant perdu. Un petit peu réécriture de Roméo et Juliette, je vous en parle dans ma vidéo. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce deuxième tome? J'ai trouvé que c'était trop long, voilà. J'ai l'impression que c'est un petit peu la thématique hein, quand même de ces lectures de février. C'était long au démarrage et puis j'ai trouvé qu'on était un peu trop dans le même endroit et du coup l'action bougeait pas trop. J'ai l'impression qu'on était tout le temps situé à la même partie de la ville et du coup ça manquait un petit peu de rythme. Et puis surtout moi ce que je trouve un petit peu dommage c'est que ce monde il a tellement de possibilités, il a tellement de choses à exploiter, il y a tellement de choses à faire sur les monstres, sur les différentes villes puisqu'on en a vu que 2 et il y en a 10. Je trouve ça tellement dommage que
on soit vraiment allé qu'en surface et qu'on soit pas allé chercher vraiment le fond du fond. Donc un peu déçue parce que vraiment je pense que cette histoire avait beaucoup de potentiel et elle s'est finie un petit peu rapidement sans nous apporter assez d'éléments sur le monde et en se concentrant vraiment que sur les personnages. Je trouve ça un petit peu dommage, voilà. Après, c'était une bonne lecture. En fait, ce qui est trop bizarre, c'est que c'était une très bonne lecture. Mais, vu que c'est Lily Schwab, que c'est mon autrice préférée et que j'ai tout le temps des méga coups de cœur, forcément, quand c'est juste qu'une très bonne lecture et pas un coup de cœur, bah, je suis déçue parce que c'est mon autrice préférée. C'est peut-être le livre que j'ai le moins aimé d'elle, mais ça reste une excellente lecture. Vraiment, je chipote parce que c'est mon autrice préférée. Mais ça reste une très bonne lecture et je trouve qu'en plus, cette saga, elle est parfaite pour les personnes qui ne connaissent pas Lily Schwab pour débuter parce que c'est la plus accessible, c'est la plus facile entre guillemets et elle plaira au plus grand nombre je pense. Alors que les autres de ses écrits sont quand même assez particuliers et ils plairont pas à tout le monde. Lui je pense que ce sera pas un coup de cœur pour tout le monde mais ça peut plaire à tout le monde. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Un cœur si loyal et solitaire, le tome 2 de la saga Cursebreakers, donc écrit par Brigitte Kemmerer et publié chez Rajo. C'est le tome 2 de cette réécriture de La Belle et la Bête, où on a un personnage qui va se faire enlever et qui va être prisonnière d'un automne éternel suite à une malédiction qui a été jetée à son prince. On n'est plus du tout là-dedans hein, dans le deuxième tome, puisque déjà de 1, ce qui est très sympathique, c'est qu'on change de point de vue. Et c'est très rare dans des sagas de changer de point de vue de héros en fait à chaque tome. Ça avait fait ça avec Iscari et j'avais trouvé ça vraiment original et vraiment sympa et je suis très contente de retrouver ça dans cette saga, surtout que là on va suivre mon personnage préféré. Voilà, et on va découvrir de nouveaux personnages, dont un personnage féminin que j'adore. Voilà, elle s'appelle Yamara, elle est un peu en surpoids et je la trouve tellement formidable que je suis trop contente qu'on ait un personnage en surpoids aussi génial qui soit héros en fait d'une histoire. Voilà, je suis trop contente. C'était vraiment chouette. Alors, sans grande surprise, hein, c'était un peu long. Voilà, j'ai un petit peu l'impression que c'est le fil rouge de cette update lecture, même s'il y a de très bonnes lectures quand même. Ça reste aussi une très bonne lecture. Attention, j'ai adoré ma lecture, j'ai passé un très bon moment. Mais là où c'est un peu particulier, c'est que je trouve que les personnages sont bien meilleurs, ils sont beaucoup plus intéressants et avec beaucoup plus de couches que ceux du premier tome. D'ailleurs, notamment le frère d'Harper, qui est l'héroïne du premier tome, est vachement bien dépeint dans ce tome et je trouve que les personnages ont plus de profondeur, ils ont des dessins qui sont un petit peu propres à eux-mêmes mais en même temps qui se comprennent. Et là où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est qu'en fait on se rend compte que finalement le méchant ou le gentil, bah ça dépend de quel point de vue on se place. Et ça je trouve ça vraiment bien ce qu'elle a fait. Parce que oui, il y a certaines personnes, ce sont des méchants de A à Z. Mais il y en a d'autres, au final, est-ce qu'ils sont vraiment gentils, est-ce qu'ils sont vraiment méchants, ou est-ce que ça dépend du côté duquel on se place? Et c'est exactement ça dans cette saga. Et je trouve ça trop cool qu'on puisse vraiment mettre en exergue les différents points de vue pour se rendre compte que voilà, tout n'est pas blanc ou noir en fait finalement. Donc ça c'était vraiment le gros point fort de cette lecture. Là où ça a un petit peu péché, c'est que un petit peu comme dans Our Dark Duet, je l'ai fait par deux on dirait hein, les livres. L'histoire se concentre un petit peu trop au même endroit, ce qui amène une espèce de perte de rythme, ce qui amène une espèce de redondance, malgré qu'il se passe des choses. Ça amène voilà un rythme un peu plat et je trouve ça un peu dommage parce que les personnages sont vraiment chouettes, parce que l'approche de l'histoire est vraiment intelligente, mais il se passait pas assez de choses, ou du moins ça se passait trop au même endroit et du coup ça rendait ça un petit peu voilà un peu mou. Je trouve ça un peu dommage parce que du coup j'ai un peu moins bien aimé ce tome alors que j'ai préféré les personnages et l'histoire. Vous voyez, c'est pas logique. Mais voilà, donc j'ai hâte quand même, là je suis à jour et j'ai hâte de lire le 3e tome quand il va sortir, puisque il sort le 25 mars je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai très envie de voir comment le tout va se mettre en place, comment les mondes vont se collisionner un petit peu et voir comment ça va se terminer en fait. Donc voilà, hâte de lire le 3e et dernier tome qui sort le mois prochain. On va garder une bonne lecture pour la fin et en avant-dernier je vais vous parler de Cruel Illusions de Margie Thurston. Donc c'est la version Fairyloot qui est très belle hein. Mais elle n'est seulement que très belle. Voilà, la malédiction des superbes livres Fairyloot.
C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, j'adore ceux qui sont jolis mais sans plus, et je me fais sur les magnifiques livres qu'ils font. Donc voilà, voilà, c'était vraiment pas une réussite. C'est une histoire qui mêle à la fois des vampires et un cirque. On va suivre une jeune fille, j'ai même oublié son nom, Ava, qui va qui va essayer de venger ses parents qui ont été tués par des vampires quelques années auparavant, parce que les vampires maintenant, on le sait, hein, ils existent, et qui va rentrer dans un cirque magique qui lui promet de pouvoir lui apprendre des choses pour qu'il puisse venger sa famille et tout machin. Alors je l'ai pas fini, hein, je l'ai arrêté assez vite, je crois, au bout de la centième page, quelque chose comme ça, parce que clairement, déjà de 1, l'héroïne, mais qu'est-ce qu'elle est insupportable, elle est insupportable l'héroïne. Elle est constamment en train de geindre, de se plaindre, elle est égocentrique au possible, elle pense qu'à elle, qu'à sa gueule, et je l'ai trouvée dès les premières pages vraiment affreuse. Voilà, j'ai trouvé l'héroïne affreuse. Le système de magie, on nous promet un truc quand même assez cool, au final on n'a pas de vampire pendant 100 pages, on a un système de magie très light, et j'ai trouvé qu'en fait c'était pas intéressant. Voilà, c'était... Ça mettait trop de temps à se mettre en place, et en fait c'est un stand-alone. Donc en fait les gars, si ça met du temps à se mettre en place, c'est que ça va être plat, puisqu'il n'y a pas de suite où on se dit ok, dans le premier tome on met le monde tranquillement, voilà, non, il n'y a pas de suite, donc il faut y aller les gars, il faut se mettre en place. Du coup je détestais les personnages. Le personnage, un des personnages plutôt, Love Interest, je le trouvais plat comme une limande, voilà. Et le personnage principal insupportable, ce qui fait qu'au bout d'un moment je me suis dit j'ai pas envie de lire en fait, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse pas du tout, mais alors pas du tout. Du coup bah voilà, ça va partir sur Vinted, c'est dommage parce qu'il est beau. Je me dis le prochain je le lirai au bon moment parce que c'est de la fantasy orientale, j'ai pas du tout envie de le lire en mars. Tellement beau, si lui aussi il me plaît pas, franchement je vais avoir le cœur brisé. Et puis là ça m'embête parce que avec Fairy Loot c'est un petit peu des passes, des périodes. Il y a des moments où sur 6 mois j'adore tous leurs livres, puis après pendant 6 mois j'aime pas leurs livres, et puis je re-adore, enfin, c'est un peu bizarre. Et là en fait ça fait un petit moment que je suis pas fan de ce que je lis, donc j'aimerais bien que voilà, que ça revienne parce que c'est pas donné quand même l'abonnement. Donc voilà, déception ultime de ce mois avec ce magnifique livre qui n'est juste que beau à l'intérieur. Et enfin, pour finir sur une note beaucoup plus positive, un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il s'agit de Retour au pays imaginaire de Serena Valentino, publié chez Hachette Heroes dans la collection Vilain. Je vous l'ai dit plusieurs fois, notamment dans la vidéo sur mes livres Disney, que les livres Disney et moi, ça passe ou ça casse, parce que quand c'est estampillé Disney, pour moi, on est censé retrouver les personnages, leur caractère, et on est censé les reconnaître dans les histoires. Et du coup, quand les personnalités s'éloignent beaucoup trop du dessin animé, bah on n'est plus du tout en fait dans une réécriture Disney, on est dans une réécriture libre d'un conte, mais on n'est pas sur du Disney en fait. On n'a pas, voilà, le petit logo, pour moi ça veut dire qu'on est dans l'ambiance du dessin animé. Et du coup bah quand c'est trop éloigné, ça m'énerve, j'aime pas. Et cette saga c'est un petit peu qui tout double, c'est-à-dire qu'il y a certains tomes qui sont très bons, il y a d'autres tomes qui sont nuls, on va pas se mentir. Et celui-là était trop chouette, franchement il était vraiment bien. Surtout qu'à tel point que les fameuses étranges sœurs qui nous embêtent pendant tout le long de la série, parce que clairement elles sont un peu inutiles, puis surtout elles prennent de la place inutilement alors qu'on s'en fout d'elles. Et ben là, j'ai trouvé que leur intervention elle était utile, j'ai trouvé que c'était bien amené dans l'histoire, donc j'ai réussi à apprécier les étranges sœurs alors que je les déteste, c'est dire. Je dirais même plus que quand je lisais ce livre, qui se passe bien avant Peter Pan, j'entendais les voix du capitaine Crochet, de Monsieur Mouche, je les entendais dans mes oreilles, dans ma tête en fait, vraiment j'entendais leur voix. Et si ça c'est pas un gage que ça ressemble à la personnalité et au personnage et qu'on est vraiment dans la conformité avec ce qu'on attend d'eux, je sais pas quoi vous dire de plus. Ce livre, il parle de l'enfance de James Crochet, qui est un petit aristocrate qui a fait un mini passage au pays imaginaire, mais sa mère l'a récupéré.
et qui rêve en fait d'y retourner alors que lui, sa vie, elle est programmée pour qu'il soit le chef de la famille, voilà, qu'il reprenne l'affaire familiale, voilà, ce genre de choses. Et il a son majordome qui s'appelle Monsieur Mouche, hein, qui c'est trop adorable, ils sont trop choux tous les deux. Et on est dans un univers où on commence déjà avec toute la piraterie. On est presque dans le Pirate des Caraïbes, mais en même temps, Pirate des Caraïbes s'inspire de vraies légendes pirates qui existent. Donc, tout de suite, quand on entend Barbe Noire, quand on entend le Hollandais volant, on pense tout de suite à Pirates des Caraïbes. Mais en fait, ça va plus loin que ça, parce que c'est vraiment des vraies légendes de la piraterie dont Pirates des Caraïbes s'est inspiré. Et du coup, c'est marrant parce qu'on mêle un petit peu plusieurs univers, mais c'est tellement bien fait. Et puis après, on se retrouve au pays imaginaire, et il y a Peter Pan qui parle, et il est dépeint comme il est censé être dépeint. C'est-à-dire que Peter Pan, c'est pas un gentil. Pas du tout. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Peter Pan, c'est un garçon qui est autocentré, qui ne pense qu'à lui, même s'il dit qu'il pense au garçon perdu, en fait c'est seulement pour être adulé. C'est ça Peter Pan aussi, hein. C'est pas juste le gentil. Hein. Quand on grandit, on s'en rend compte finalement qu'il n'est pas si gentil que ça. Et dans ce livre, il est exactement dépeint pareil. C'est voilà, c'est monsieur qui fait un petit peu ce qu'il veut, qui a toujours raison, qui est très provocateur, et quand il parle j'avais vraiment l'impression d'être dans le dessin animé, et j'ai trouvé ça trop cool en fait, d'être vraiment plongée à la fois dans la piraterie, dans le dessin animé, et en même temps ça se passe juste avant, enfin bien avant, donc du coup on n'a pas l'impression d'une redondance comme il peut y avoir dans certains tomes. Là c'était vraiment chouette, vraiment j'ai passé un super moment et j'étais super contente, même les étranges ne m'ont pas dérangée. C'est vous dire à quel point ce tome m'a convaincue. Je pense que d'ailleurs, si jamais vous ne souhaitez pas lire toute la saga, vous pouvez presque lire celui-là tout seul. Il y a juste une mini référence au niveau des étrangeteurs que vous n'allez pas comprendre, mais c'est vraiment très light. Voilà, c'est très light. Si jamais vous ne voulez lire que celui-là, vous êtes fan de Peter Pan, je vous le conseille. Et voilà, on a fini cette update lecture. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre parmi cette sélection que vous avez adoré ou qui vous tente, que vous avez très envie de lire. Si jamais vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une tasse de thé en référence évidemment au livre que j'ai préféré lire dans cette sélection. Si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Je vous remercie pour le soutien constant que vous m'apportez à chacune de vos vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!